Le comte d'Argencourt, chargé d'affaires de Belgique, et petit cousin par alliance de madame de Villeparisis, entra en boitant, suivi bientôt de deux jeunes gens, le baron de Guermantes et son Altesse le duc de Châtellerault, à qui madame de Guermantes dit « Bonjour mon petit Châtellerault », d'un air distrait et sans bouger de son pouf, car elle était une grande amie de la mère du jeune duc, lequel avait, à cause de cela et depuis son enfance, un extrême respect pour elle. Grand, mince, la peau et les cheveux dorés, tout à fait de type Guermantes, ces deux jeunes gens avaient l'air d'une condensation de la lumière printanière et vespérale qui inondait le grand salon. Suivant une habitude qui était à la mode à ce moment-là, ils posèrent leur haut de forme par terre près d'eux. L'historien de la Fronde pensa qu'ils étaient gênés, comme un paysan entrant à la mairie et ne sachant que faire de son chapeau, croyant devoir venir charitablement en aide à la gaucherie et à la timidité qu'il leur supposait. Non, non, leur dit-il, ne les posez pas par terre, vous allez les abîmer. Un regard du baron de Guermantes, en rendant oblique le plan de ses prunelles, y roula tout à coup une couleur d'un bleu cru et tranchant qui glaça le bienveillant historien. Comment s'appelle ce monsieur me demanda le baron, qui venait de m'être présenté par madame de Villeparisis. Monsieur Pierre, répondis-je à mi-voix. Pierre de quoi? Pierre, c'est son nom, c'est un historien de grande valeur. Ah, vous m'en direz tant. Non, c'est une nouvelle habitude qu'ont ces messieurs de poser leur chapeau à terre, expliqua madame de Villeparisis. Je suis comme vous, je ne m'y habitue pas. Mais j'aime mieux cela que mon neveu Robert qui laisse toujours le sien dans l'antichambre. Je lui dis, quand je le vois entrer ainsi, qu'il a l'air de l'horloger, et je lui demande s'il vient remonter les pendules. Vous parliez tout à l'heure, madame la marquise, du chapeau de monsieur Mollet. Nous allons bientôt arriver à faire, comme Aristote, un chapitre des chapeaux, dit l'historien de la Fronde, un peu rassuré par l'intervention de madame de Villeparisis, mais pourtant d'une voix encore si faible que, sauf moi, personne ne l'entendit. Elle est vraiment étonnante, la petite duchesse, dit monsieur d'Argencourt, en montrant madame de Guermantes, qui causait avec G. Dès qu'il y a un homme en vue dans un salon, il est toujours à côté d'elle. Évidemment, cela ne peut être que le grand pontife qui se trouve là. Cela ne peut pas être tous les jours monsieur de Borelli, Schlumberger ou d'Avenel. Mais alors, ce sera monsieur Pierre Loti ou Edmond Rostand, hier soir, chez les Doudoville, où, entre parenthèses, elle était splendide sous son diadème d'émeraude, dans une grande robe rose à queue. Elle avait d'un côté d'elle monsieur Deschanel, de l'autre l'ambassadeur d'Allemagne. Elle leur tenait tête sur la Chine. Le gros public, à distance respectueuse et qui n'entendait pas ce qu'ils disaient, se demandait s'il n'y allait pas y avoir la guerre. Vraiment, on aurait dit une reine qui tenait le cercle. Chacun s'était rapproché de madame de Villeparisis pour la voir peindre. Ces fleurs sont d'un rose vraiment céleste, dit le Grandin. Je veux dire couleur de ciel rose, car il y a un rose ciel comme il y a un bleu ciel. Mais, murmura-t-il pour tâcher de n'être entendu que de la marquise, je crois que je penche encore pour le soyeux, pour l'incarnat vivant de la copie que vous en faites. Ah, vous laissez bien loin derrière vous Pisanello et Van Muysen, leur herbier minutieux et mort. Un artiste si modeste qu'il soit accepte toujours d'être préféré à ses rivaux et tâche seulement de leur rendre justice. Ce qui vous fait cet effet-là, c'est qu'ils peignaient des fleurs de ce temps-là, que nous ne connaissons plus. Mais ils avaient une bien grande science. Ah, des fleurs de ce temps-là, comme c'est ingénieux, s'écria le Grandin. Vous peignez en effet de belles fleurs de cerisier ou de roses de mai, dit l'historien de la Fronde, non sans hésitation quant à la fleur, mais avec de l'assurance dans la voix, car elle commençait à oublier l'incident des chapeaux. Non, ce sont des fleurs de pommier, dit la duchesse de Guermantes en s'adressant à sa tante. Ah, je vois que tu es une bonne campagnarde, comme moi tu sais distinguer les fleurs. Ah oui, c'est vrai, mais je croyais que la saison des pommiers était déjà passée, dit au hasard l'historien de la Fronde pour s'excuser. Mais non, au contraire. Ils ne sont pas en fleurs, ils ne le seront pas avant une quinzaine, peut-être 3 semaines, dit l'archiviste, qui, gérant un peu les propriétés de madame de Villeparisis, était plus au courant des choses de la campagne. Oui, et encore, dans les environs de Paris, où ils sont très en avance. En Normandie, par exemple, chez son père, dit-elle en désignant le duc de Châtellerault, qui a de magnifiques pommiers au bord de la mer, comme sur un paravent japonais, ils ne sont vraiment roses qu'après le 20 mai. Je ne les vois jamais, dit le jeune duc, parce que ça me donne la fièvre des foins, c'est épatant. La fièvre des foins, j'ai jamais entendu parler de cela, dit l'historien.
C'est la maladie à la mode, dit l'archiviste. Ça dépend, ça ne vous donnerait peut-être rien si c'est une année où il y a des pommes. Vous savez, le mot du Normand. Pour une année où il y a des pommes, dit M. d'Argencourt, qui n'étant pas tout à fait français cherchait à se donner l'air parisien. Tu as raison, répondit à sa nièce Madame de Villeparisis, ce sont des pommiers du Midi. C'est une fleuriste qui m'a envoyé ces branches-là en me demandant de les accepter. Cela vous étonne, monsieur Wallner, dit-elle en se tournant vers l'archiviste, qu'une fleuriste m'envoie des branches de pommiers? Mais j'ai beau être une vieille dame, je connais du monde. J'ai quelques amis, ajouta-t-elle en souriant par simplicité. Crut-on généralement. Plutôt, me sembla-t-il, parce qu'elle trouvait du piquant à tirer vanité de l'amitié d'une fleuriste quand on avait d'aussi grandes relations. Bloch se leva pour venir à son tour admirer les fleurs que peignait Madame de Villeparisis. « N'importe, marquise, dit l'historien en regagnant sa chaise, quand même reviendrait une de ces révolutions qui ont si souvent ensanglanté l'histoire de France, et mon Dieu, par les temps où nous vivons, on ne peut savoir, ajouta-t-il, en jetant un regard circulaire et circonspect, comme pour voir s'il ne se trouvait aucun mal-pensant dans le salon, encore qu'il n'en doutât pas. Avec un talent pareil et vos 5 langues, vous seriez toujours sûr de vous tirer d'affaire. L'historien de la Fronde goûtait quelque repos car il avait oublié ses insomnies, mais il se rappela soudain qu'il n'avait pas dormi depuis 6 jours. Alors une dure fatigue, née de son esprit, s'empara de ses jambes, lui fit courber les épaules et son visage désolé pendait, pareil à celui d'un vieillard. Bloch voulut faire un geste pour exprimer son admiration, mais d'un coup de coude, il renversa le vase où était la branche et toute l'eau se répandit sur le tapis. « Vous avez vraiment des doigts de fée !» dit à la marquise l'historien qui, me tournant le dos à ce moment-là, ne s'était pas aperçu de la maladresse de Bloch. Mais celui-ci crut que ces mots s'appliquaient à lui, et pour cacher, sous une insolence, la honte de sa gaucherie, « Cela ne présente aucune importance, dit-il, car je ne suis pas mouillé. » Madame de Villeparisis sonna, et un valet de pied vint essuyer le tapis et ramasser les morceaux de verre. Elle invita les 2 jeunes gens à sa matinée, ainsi que la duchesse de Guermantes, à qui elle recommanda « Pense à dire à Gisèle et à Berthe, les duchesses d'Aubergeon et de Portefin, d'être là un peu avant 2 heures pour m'aider, comme elle aurait dit à des maîtres d'hôtel extra d'arriver d'avance pour faire les compotiers. » Elle n'avait avec ses parents princiers, pas plus qu'avec M. de Norpois, aucune de ces amabilités qu'elle avait avec l'historien, avec Cottard, avec Bloch, avec moi. Et il semblait n'avoir pour elle d'autre intérêt que de les offrir en pâture à notre curiosité. C'est qu'elle savait qu'elle n'avait pas à se gêner avec des gens pour qui elle n'était pas une femme plus ou moins brillante, mais la sœur susceptible et ménagée, de leur père ou de leur oncle. Il ne lui servit à rien de chercher à briller vis-à-vis d'eux, à qui cela ne pouvait donner le change sur le fort ou le faible de sa situation, et qui, mieux que personne, connaissait son histoire et respectait la race illustre dont elle était issue. Mais surtout, il n'était plus pour elle qu'un résidu mort qui ne fructifierait plus. Il ne lui ferait pas connaître leurs nouveaux amis, partager leur plaisir. Elle ne pouvait obtenir que leur présence, ou la possibilité de parler d'eux à sa réception de 5 heures, comme plus tard dans ses mémoires, dont celle-ci n'était qu'une sorte de répétition, de première lecture à haute voix devant un petit cercle. Et la compagnie que tous ses nobles parents lui servaient à intéresser, à éblouir, à enchaîner, la compagnie des Cottard, des Bloch, des auteurs dramatiques notoires, historiens de la Fronde de tout genre, c'était dans celle-là que, pour Madame de Villeparisis, à défaut de la partie du monde élégant qui n'allait pas chez elle, était le mouvement, la nouveauté, les divertissements et la vie. C'étaient ces gens-là dont elle pouvait tirer des avantages sociaux, qui valait bien qu'elle leur fît rencontrer quelquefois, sans qu'ils la connussent jamais, la duchesse de Guermantes. Des dîners avec des hommes remarquables, dont les travaux l'avaient intéressée, un opéra comique, ou une pantomime toute montée que l'auteur faisait représenter chez elle, des loges pour des spectacles curieux. Bloch se leva pour partir. Il avait dit tout haut que l'incident du vase de fleurs renversé n'avait aucune importance, mais ce qu'il disait tout bas était différent. Plus différent encore, ce qu'il pensait.
Quand on n'a pas des domestiques assez bien stylés pour savoir placer un vase sans risquer de tremper et même de blesser les visiteurs, on ne se mêle pas d'avoir de ces luxes-là, grommelait-il tout bas. Il était de ces gens susceptibles et nerveux, qui ne peuvent supporter d'avoir commis une maladresse qu'ils ne s'avouent pourtant pas, pour qui elle gâte toute la journée. Furieux, il se sentait des idées noires, ne voulait plus retourner dans le monde. C'était le moment où un peu de distraction est nécessaire. Heureusement, dans une seconde, Madame de Villeparisis allait le retenir. Soit parce qu'elle connaissait les opinions de ses amis et le flot d'antisémitisme qui commençait à monter, soit par distraction, elle ne l'avait pas présenté aux personnes qui se trouvaient là. Lui, cependant, qui avait peu l'usage du monde, crut qu'en s'en allant, il devait les saluer, par savoir-vivre, mais sans amabilité. Il inclina plusieurs fois le front, enfonça son menton barbu dans son faux col, regardant successivement chacun à travers son lorgnon d'un air froid et mécontent. Mais Madame de Villeparisis l'arrêta. Elle avait encore à lui parler du petit acte qui devait être donné chez elle, et d'autre part, elle n'aurait pas voulu qu'il partît sans avoir eu la satisfaction de connaître M. de Norpois, qu'elle s'étonnait de ne pas voir entrer. Et bien que cette présentation fût superflue, car Bloch était déjà résolu à persuader aux deux artistes dont il avait parlé de venir chanter à l'œil chez la marquise, dans l'intérêt de leur gloire, à une de ces réceptions où fréquentait l'élite de l'Europe. Il avait même proposé, en plus, une tragédienne, aux yeux purs, belle comme Héra, qui dirait des proses lyriques avec le sens de la beauté plastique. Mais à son nom, Madame de Villeparisis avait refusé, car c'était l'amie de Saint-Loup. « J'ai de meilleures nouvelles, me dit-elle à l'oreille. Je crois que cela ne bat plus que d'une aile, et qu'ils ne tarderont pas à être séparés, malgré un officier qui a joué un rôle abominable dans tout cela, ajouta-t-elle. Car la famille de Robert commençait à en vouloir à mort à M. de Borodino, qui avait donné la permission pour Bruges, sur les instances du coiffeur, et l'accusait de favoriser une liaison infâme. C'est quelqu'un de très mal, me dit Madame de Villeparisis, avec l'accent vertueux des Guermantes, même les plus dépravées. De très très mal, reprit-elle en mettant 3 T à trait. On sentait qu'elle ne doutait pas qu'il ne fût en tiers dans toutes les orgies. Mais comme l'amabilité était chez la marquise l'habitude dominante, son expression de sévérité froncée envers l'horrible capitaine, dont elle dit avec une emphase ironique le nom, le prince de Borodino, en femme pour qui l'empire ne compte pas, s'acheva en un tendre sourire à mon adresse avec un clignement d'œil mécanique de connivence vague avec moi. « J'aime beaucoup de Saint-Loup-en-Bray, dit Bloch, quoiqu'il soit un mauvais chien, parce qu'il est extrêmement bien élevé. J'aime beaucoup, pas lui, mais les personnes extrêmement bien élevées. C'est si rare, continua-t-il sans se rendre compte, parce qu'il était lui-même très mal élevé, combien ses paroles déplaisaient. Je vais vous citer une preuve que je trouve très frappante de sa parfaite éducation. Je l'ai rencontré une fois avec un jeune homme. Comme il allait monter sur son char aux belles jantes, après avoir passé lui-même les courroies splendides à 2 chevaux nourris d'avoine et d'orge, et qui n'est pas besoin d'exciter avec le fouet étincelant. Il nous présenta, mais je n'entendis pas le nom du jeune homme, car on n'entend jamais le nom des personnes à qui on vous présente, ajouta-t-il en riant, parce que c'était une plaisanterie de son père. De Saint-Loup-en-Bray resta simple. Ne fit pas de frais exagérés pour le jeune homme, ne parut gêné en aucune façon. Or, par hasard, j'ai appris quelques jours après que le jeune homme était le fils de Sir Rufus Israël. La fin de cette histoire parut moins choquante que son début, car elle resta incompréhensible pour les personnes présentes. En effet, Sir Rufus Israël, qui semblait à Bloch et à son père un personnage presque royal devant lequel Saint-Loup devait trembler, était au contraire aux yeux du milieu guermante un étranger parvenu, toléré par le monde, et de l'amitié de qui on n'eût pas eu l'idée de s'enorgueillir, bien au contraire. Je l'ai appris, dit Bloch, par le fondé de pouvoir de Sir Rufus Israël, lequel est un ami de mon père et un homme tout à fait extraordinaire. Ah, un individu absolument curieux, ajouta-t-il avec cette énergie affirmative, cet accent d'enthousiasme qu'on n'apporte qu'aux convictions qu'on ne sait pas former soi-même. Bloch s'était montré enchanté de l'idée de connaître M. de Norpois.
Il eût aimé, disait-il, le faire parler sur l'affaire Dreyfus. Il y aurait une mentalité que je connais mal, et ce serait assez piquant de prendre une interview à ce diplomate considérable, dit-il d'un ton sarcastique, pour ne pas avoir l'air de se juger inférieur à l'ambassadeur. Dis-moi, reprit Bloch en me parlant tout bas, quelle fortune peut avoir Saint-Loup? Tu comprends bien que si je te demande cela, je m'en moque comme de l'an 40, mais c'est au point de vue balsacien, tu comprends? Et tu ne sais même pas en quoi c'est placé, s'il a des valeurs françaises, étrangères, des terres. Je ne pus le renseigner en rien. Cessant de parler à mi-voix, Bloch demanda très haut la permission d'ouvrir les fenêtres et, sans attendre la réponse, se dirigea vers celle-ci. Madame de Villeparisis dit qu'il était impossible d'ouvrir, qu'elle était enrhumée. « Ah, si ça doit vous faire du mal, » répondit Bloch, déçu. « Mais on peut dire qu'il fait chaud. » Et se mettant à rire, il fit faire à ses regards qui tournèrent autour de l'assistance une quête qui réclamait un appui contre Madame de Villeparisis. Il ne le rencontra pas, parmi ces gens bien élevés. Ses yeux allumés, qui n'avaient pu débaucher personne, reprirent avec résignation leur sérieux. Il déclara, en matière de défaite, « Il faut au moins 22 degrés, 25. Ça ne m'étonne pas, je suis presque en âge. Et je n'ai pas comme le sage Anténor, fils du fleuve Alphéos, la faculté de me tremper dans l'onde paternelle pour étancher ma sueur avant de me mettre dans une baignoire polie et de moindre d'une huile parfumée. » Et avec ce besoin qu'on a d'esquisser à l'usage des autres des théories médicales dont l'application serait favorable à notre propre bien-être, puisque vous croyez que c'est bon pour vous, moi je crois tout le contraire. C'est justement ce qui vous enrhume. Madame de Villeparisis regretta qu'il eût dit cela, aussi tout haut, mais n'y attacha pas grande importance quand elle vit que l'archiviste, dont les opinions nationalistes la tenaient, pour ainsi dire, à la chaîne, se trouvait placé trop loin pour avoir pu entendre. Elle fut plus choquée d'entendre que Bloch, entraîné par le démon de sa mauvaise éducation qui l'avait préalablement rendu aveugle, lui demandait, en riant à la plaisanterie paternelle, « N'ai-je pas lu de lui une savante étude où il démontrait pour quelle raison irréfutable la guerre russo-japonaise devait se terminer par la victoire des Russes et la défaite des Japonais? Et n'est-il pas un peu gâteux? Il me semble que c'est lui que j'ai vu viser son siège avant d'aller s'y asseoir en glissant comme sur des roulettes. Jamais de la vie. » « Attendez un instant, » ajouta la marquise. « Je ne sais pas ce qu'il peut faire. » Elle sonna, et quand le domestique fut entré, comme elle ne dissimulait nullement, et même aimait à montrer que son vieil ami passait la plus grande partie de son temps chez elle, « Allez donc dire à monsieur de Norpois de venir, il est en train de classer des papiers dans mon bureau. Il a dit qu'il viendrait dans 20 minutes, et voilà 1h03 que je l'attends. Il vous parlera de l'affaire Dreyfus, de tout ce que vous voudrez, dit-elle d'un ton boudeur à Bloch. Il n'approuve pas beaucoup ce qui se passe. » Car M. de Norpois était mal avec le ministère actuel, et Mme de Villeparisis, bien qu'il ne se fût pas permis de lui amener des personnes du gouvernement, elle gardait tout de même sa hauteur de dame de la grande aristocratie, et restait en dehors et au-dessus des relations qu'il était obligé de cultiver, était tenue par lui au courant de ce qui se passait. De même, ces hommes politiques du régime n'auraient pas osé demander à M. de Norpois de les présenter à Mme de Villeparisis. Mais plusieurs étaient allés le chercher chez elle, à la campagne, quand ils avaient eu besoin de son concours dans des circonstances graves. On savait l'adresse. On allait au château. On ne voyait pas la châtelaine. Mais au dîner, elle disait « Monsieur, je sais qu'on est venu vous déranger. Les affaires vont-elles mieux ?»« Vous n'êtes pas trop pressé ?» demanda Madame de Villeparisis à Bloch. « Non, non, je voulais partir parce que je ne suis pas très bien. Il est même question que je fasse une cure à Vichy pour ma vésicule biliaire, dit-il, en articulant ces mots avec une ironie satanique. « Tiens, mais justement, mon petit-neveu, Châtellerault doit y aller. Vous devriez arranger cela ensemble. Est-ce qu'il est encore là? Il est gentil, vous savez, dit Madame de Villeparisis, de bonne foi, peut-être. » Et pensant que des gens qu'elle connaissait tous deux n'avaient aucune raison de ne pas se lier. « Oh, je ne sais si ça lui plairait, je ne le connais qu'à peine. Il est là-bas, plus loin, dit Bloch, confus et ravi. Le maître d'hôtel n'avait pas dû exécuter d'une façon complète la commission dont il venait d'être chargé pour M. de Norpois, car celui-ci, pour faire croire qu'il arrivait du dehors,
et n'avait pas encore vu la maîtresse de la maison, prit au hasard un chapeau dans l'antichambre et vint baiser cérémonieusement la main de madame de Villeparisis en lui demandant de ses nouvelles, avec le même intérêt qu'on manifeste après une longue absence. Il ignorait que la marquise de Villeparisis avait préalablement ôté toute vraisemblance à cette comédie, à laquelle elle coupa court d'ailleurs, en emmenant monsieur de Norpois et Bloch dans un salon voisin. Bloch, qui avait vu toutes les amabilités qu'on faisait à celui qu'il ne savait pas encore être monsieur de Norpois, et les saluts compassés, gracieux et profonds, par lesquels l'ambassadeur y répondait, Bloch se sentait inférieur à tout ce cérémonial, et, vexé de penser qu'il ne s'adresserait jamais à lui, m'avait dit, pour avoir l'air à l'aise, « Qu'est-ce que cette espèce d'imbécile ?» Peut-être, du reste, toutes les salutations de monsieur de Norpois, choquant ce qu'il y avait de meilleur en Bloch, la franchise plus directe d'un milieu moderne, est-ce en partie sincèrement qu'il les trouvait ridicules. En tout cas, elles cessèrent de le lui paraître, et même l'enchantèrent, dès la seconde où ce fut lui, Bloch, qui se trouva en être l'objet. « Monsieur l'ambassadeur, dit madame de Villeparisis, je voudrais vous faire connaître monsieur Bloch, monsieur le marquis de Norpois. » Elle tenait, malgré la façon dont elle rudoyait monsieur de Norpois, à lui dire monsieur l'ambassadeur, par savoir-vivre, par considération exagérée du rang d'ambassadeur, considération que le marquis lui avait inculquée, et enfin pour appliquer ses manières moins familières, plus cérémonieuses à l'égard d'un certain homme, lesquelles, dans le salon d'une femme distinguée, tranchante avec la liberté dont elle use avec ses autres habitués, désigne aussitôt son amant. Monsieur de Norpois noya son regard bleu dans sa barbe blanche, abaissa profondément sa haute taille, comme s'il l'inclinait devant tout ce que lui représentait de notoire et d'imposant le nom de Bloch, murmura « Je suis enchanté », tandis que son jeune interlocuteur, ému, mais trouvant que le célèbre diplomate allait trop loin, rectifia avec empressement et dit « Mais pas du tout, au contraire, c'est moi qui suis enchanté ». Mais cette cérémonie que M. de Norpois, par amitié pour Mme de Villeparisis, renouvelait avec chaque inconnu que sa vieille amie lui présentait, ne parut pas à celle-ci une politesse suffisante pour Bloch, à qui elle dit « Mais demandez-lui tout ce que vous voulez savoir. Emmenez-le à côté si cela est commode. Il sera enchanté de causer avec vous. Je crois que vous vouliez lui parler de l'affaire Dreyfus, ajouta-t-elle, sans plus se préoccuper si cela faisait plaisir à M. de Norpois, qu'elle n'eût pensé à demander leur agrément au portrait de la duchesse de Montmorency avant de le faire éclairer pour l'historien, ou au thé avant d'en offrir une tasse. « Parlez-lui fort, dit-elle à Bloch. Il est un peu sourd, mais il vous dira tout ce que vous voudrez. Il a très bien connu Bismarck, Cavour. N'est-ce pas, monsieur ?» dit-elle avec force. « Vous avez bien connu Bismarck !»« Avez-vous quelque chose sur le chantier ?» me demanda M. de Norpois, avec un signe d'intelligence, en me serrant la main cordialement. J'en profitais pour le débarrasser obligeamment du chapeau qu'il avait cru devoir apporter en signe de cérémonie, car je venais de m'apercevoir que c'était le mien, qu'il avait pris par hasard. Vous m'aviez montré une œuvrette un peu tarabiscotée, où vous coupiez les cheveux en 4. Je vous ai donné franchement mon avis. Ce que vous avez fait ne valait pas la peine que vous le couchiez sur le papier. Préparez-vous quelque chose ? Vous êtes très féru de Bergotte, si je me souviens bien. Ah, ne dites pas de mal de Bergotte, s'écria la duchesse. Je ne conteste pas son talent de peintre, nul ne s'en aviserait, duchesse. Il s'est gravé au burin ou à l'eau-forte, sinon brossé, comme M. Cherbuliez, une grande composition. Mais il me semble que notre temps fait une confusion de genre, et que le propre du romancier est plutôt de nouer une intrigue et d'élever les cœurs que de fignoler à la pointe sèche un frontispice ou un cul de lampe. Je verrai votre père dimanche, chez ce brave Agi, ajouta-t-il en se tournant vers moi. J'espérais un instant, en le voyant parler à Madame de Guermantes, qu'il me prêterait peut-être, pour aller chez elle, l'aide qu'il m'avait refusée pour aller chez M. Swann. Une autre de mes grandes admirations, lui dis-je, c'est Elstir. Il paraît que la duchesse de Guermantes en a de merveilleux, notamment cette admirable botte de radis que j'ai aperçue à l'exposition, et que j'aimerais tant revoir. Quel chef-d'œuvre que ce tableau! Et en effet, si j'avais été un homme en vue, et qu'on m'eût demandé le morceau de peinture que je préférais, j'aurais cité cette botte de radis. Un chef-d'œuvre, s'écria M. de Norpois avec un air
d'étonnement et de blâme. Ce n'a même pas la prétention d'être un tableau, mais une simple esquisse. Il avait raison. Si vous appelez chef-d'œuvre cette vive pochade, que direz-vous de la Vierge d'Hébert ou de Dagnan-Bouvray? J'ai entendu que vous refusiez l'ami de Robert, dit madame de Guermantes à sa tante, après que Bloch eut pris à part l'ambassadeur. Je crois que vous n'avez rien à regretter. Vous savez que c'est une horreur. Elle n'a pas l'ombre de talent. Et en plus, elle est grotesque. Mais comment la connaissez-vous, duchesse? Dit M. d'Argencourt. Mais comment vous ne savez pas qu'elle a joué chez moi? Avant tout le monde. Je n'en suis pas plus fier pour cela, dit en riant madame de Guermantes. Heureuse pourtant, puisqu'on parlait de cette actrice, de faire savoir qu'elle avait eu la primeur de ces ridicules. Allons, je n'ai plus qu'à partir, ajouta-t-elle sans bouger. Elle venait de voir entrer son mari. Et par les mots qu'elle prononçait, faisait allusion au comique d'avoir l'air de faire ensemble une visite de noces, nullement au rapport souvent difficile qui existait entre elle et cet énorme gaillard vieillissant, mais qui menait toujours une vie de jeune homme. Promenant sur le grand nombre de personnes qui entouraient la table à thé les regards affables, malicieux et un peu éblouis par les rayons du soleil couchant, de ces petites prunelles rondes et exactement logées dans l'œil comme les mouches que savait viser et atteindre si parfaitement l'excellent tireur qu'il était, le duc s'avançait avec une lenteur émerveillée et prudente, comme si, intimidé par une si brillante assemblée, il eût craint de marcher sur les robes et de déranger les conversations, un sourire permanent, de bon roi d'Yvetot, légèrement pompette, une main à demi dépliée, flottant comme l'aileron d'un requin, à côté de sa poitrine, et qu'il laissait presser indistinctement par ses vieux amis et par les inconnus qu'on lui présentait, lui permettait, sans avoir à faire un seul geste, ni à interrompre sa tournée débonnaire, fainéante et royale, de satisfaire à l'empressement de tous, en murmurant seulement « Bonsoir mon bon, bonsoir mon cher ami, charmé, monsieur Bloch, bonsoir Argencourt ». Et près de moi, qui fut le plus favorisé, quand il eut entendu mon nom « Bonsoir mon petit voisin, comment va votre père? Quel brave homme !» Il ne fit de grandes démonstrations que pour madame de Villeparisis, qui lui dit bonjour d'un signe de tête en sortant une main de son petit tablier. Formidablement riche, dans un monde où on l'est de moins en moins, ayant assimilé à sa personne, d'une façon permanente, la notion de cette énorme fortune, en lui, la vanité du grand seigneur était doublée de celle de l'homme d'argent. L'éducation raffinée du premier arrivant tout juste à contenir la suffisance du second. On comprenait d'ailleurs que ces succès de femme, qui faisaient le malheur de la sienne, ne fussent pas dus qu'à son nom et à sa fortune, car il était encore d'une grande beauté, avec, dans le profil, la pureté, la décision de contour de quelque dieu grec. « Vraiment, elle a joué chez vous ?» demanda M. d'Argencourt à la duchesse. « Et voyons, elle est venue réciter avec un bouquet de lys dans la main et d'autres lys sur sa robe. » Madame de Guermantes mettait, comme Madame de Villeparisis, de l'affectation à prononcer certains mots d'une façon très paysanne, quoiqu'elle ne roulât nullement les airs comme faisait sa tante. Avant que M. de Norpois, contraint et forcé, n'emmenât Bloch dans la petite baie où ils pourraient causer ensemble, je revins un instant vers le vieux diplomate et lui glissai un mot d'un fauteuil académique pour mon père. Il voulut d'abord remettre la conversation à plus tard, mais j'objectai que j'allais partir pour Balbec. « Comment, vous allez de nouveau à Balbec? Mais vous êtes un véritable globe-trotteur. » Puis il m'écouta. Au nom de le roi Beaulieu, M. de Norpois me regarda d'un air soupçonneux. Je me figurais qu'il avait peut-être tenu à M. le roi Beaulieu des propos désobligeants pour mon père, et qu'il craignait que l'économiste ne les lui eût répétés. Aussitôt, il parut animé d'une véritable affection pour mon père. Et après un de ces ralentissements du débit où tout d'un coup une parole éclate, comme malgré celui qui parle, et chez qui l'irrésistible conviction emporte les efforts bégayants qu'il faisait pour se taire, « Non, 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 me dit-il avec émotion, il ne faut pas que votre père se présente, il ne le faut pas, dans son intérêt, pour lui-même, par respect pour sa valeur, qui est grande, et qu'il compromettrait dans une pareille aventure. Mais il vaut mieux que cela. Fût-il nommé, il aurait tout à perdre et rien à gagner.
Dieu merci, il n'est pas orateur. Et c'est la seule chose qui compte auprès de mes chers collègues. Quand même, ce qu'on dit ne serait que turlutaine. Votre père a un but important dans la vie. Il doit y marcher droit, sans se laisser détourner à battre les buissons. Fût-ce les buissons, d'ailleurs plus épineux que fleuris, du jardin d'Académus. D'ailleurs, il ne réunirait que quelques voix. L'Académie aime à faire faire un stage aux postulants avant de l'admettre dans son giron. Actuellement, il n'y a rien à faire. Plus tard, je ne dis pas. Mais il faut que ce soit la compagnie elle-même qui vienne le chercher. Elle pratique avec plus de fétichisme que de bonheur le faradacé de nos voisins d'au-delà des Alpes. Le roi Beaulieu m'a parlé de tout cela d'une manière qui ne m'a pas plu. Il m'a du reste semblé, à vue de nez, avoir partie liée avec votre père. Je lui ai peut-être fait sentir un peu vivement qu'habitué à s'occuper de coton et de métaux, il méconnaissait le rôle des impondérables, comme disait Bismarck. Ce qu'il faut éviter avant tout, c'est que votre père se présente. Principis obsta. Ses amis se trouveraient dans une position délicate s'il les mettait en présence du fait accompli. Tenez, dit-il brusquement d'un air de franchise, en fixant ses yeux bleus sur moi. Je vais vous dire une chose qui va vous étonner de ma part à moi, qui aime tant votre père. Eh bien justement, parce que je l'aime, justement, nous sommes les deux inséparables, Arcadès Sambo. Parce que je sais les services qu'il peut rendre à son pays, les écueils qu'il peut lui éviter s'il reste à la barre, par affection, par haute estime, par patriotisme, je ne voterai pas pour lui. Du reste, je crois l'avoir laissé entendre. Et je crus apercevoir dans ses yeux le profil assyrien et sévère de le roi Beaulieu. Donc, lui donner ma voix serait de ma part une sorte de palinodie. À plusieurs reprises, M. de Norpois traita ses collègues de fossiles. En dehors des autres raisons, tout membre d'un club ou d'une académie aime à investir ses collègues du genre de caractère le plus contraire au sien, moins pour l'utilité de pouvoir dire « Ah, si cela ne dépendait que de moi », que pour la satisfaction de présenter le titre qu'il a obtenu comme plus difficile et plus flatteur. Je vous dirai, conclut-il, que dans votre intérêt à tous, j'aime mieux pour votre père une élection triomphale dans 10 ou 15 ans. Paroles qui furent jugées par moi comme dictées, sinon par la jalousie, au moins par un manque absolu de serviabilité, et qui se trouvèrent recevoir plus tard, de l'événement même, un sens différent. Vous n'avez pas l'intention d'entretenir l'institut du prix du pain pendant la Fronde, demanda timidement l'historien de la Fronde à M. de Norpois. Vous pourriez trouver là un succès considérable, ce qui voulait dire me faire une réclame monstre, ajouta-t-il en souriant l'ambassadeur avec une pusillanimité, mais aussi une tendresse qui lui fit lever les paupières et découvrir ses yeux grands comme un ciel. Il me semblait avoir vu ce regard. Pourtant, je ne connaissais que d'aujourd'hui l'historien. Tout d'un coup, je me rappelais. Ce même regard, je l'avais vu dans les yeux d'un médecin brésilien qui prétendait guérir les étouffements du genre de ceux que j'avais par d'absurdes inhalations d'essences de plantes. Comme, pour qu'il prît plus soin de moi, je lui avais dit que je connaissais le professeur Cottard, il m'avait répondu, comme dans l'intérêt de Cottard, voilà un traitement, si vous lui en parliez, qui lui fournirait la matière d'une retentissante communication à l'Académie de médecine. Il n'avait osé insister, mais m'avait regardé de ce même air d'interrogation timide, intéressée et suppliante, que je venais d'admirer chez l'historien de la Fronde. Certes, ces deux hommes ne se connaissaient pas et ne se ressemblaient guère, mais les lois psychologiques ont, comme les lois physiques, une certaine généralité. Et les conditions nécessaires sont les mêmes. Un même regard éclaire des animaux humains différents, comme un même ciel matinal des lieux de la terre situés bien loin l'un de l'autre et qui ne se sont jamais vus. Je n'entendis pas la réponse de l'ambassadeur, car tout le monde, avec un peu de brouhaha, s'était approché de madame de Villeparisis pour la voir peindre. « Vous savez de qui nous parlons, Bazin ?» dit la duchesse à son mari. « Naturellement. »« Je devine, » dit le duc. « Ah, ce n'est pas ce que nous appelons une comédienne de la grande lignée.
Jamais, reprit madame de Guermantes, s'adressant à monsieur d'Argencourt, vous n'avez imaginé quelque chose de plus risible. C'était même drôlatique, interrompit monsieur de Guermantes, dont le bizarre vocabulaire permettait à la fois aux gens du monde de dire qu'il n'était pas un sot, et aux gens de lettres de le trouver le pire des imbéciles. Je ne peux pas comprendre, reprit la duchesse, comment Robert a jamais pu l'aimer. Oh, je sais bien qu'il ne faut jamais discuter ces choses-là, ajouta-t-elle, avec une jolie moue de philosophe et de sentimentale désenchantée. Je sais que n'importe qui peut aimer n'importe quoi. Et, ajouta-t-elle, car si elle se moquait encore de la littérature nouvelle, celle-ci, peut-être par la vulgarisation des journaux ou à travers certaines conversations, s'était un peu infiltrée en elle, c'est même ce qu'il y a de beau dans l'amour. Parce que c'est justement ce qui le rend mystérieux. Mystérieux? Ah, j'avoue que c'est un peu fort pour moi, ma cousine, dit le comte d'Argencourt. Mais si, c'est très mystérieux. L'amour, reprit la duchesse avec un doux sourire de femme du monde aimable, mais aussi avec l'intransigeante conviction d'une wagnérienne qui affirme à un homme du cercle qu'il n'y a pas que du bruit dans la Valkyrie. Du reste, au fond, on ne sait pas pourquoi une personne en aime une autre. Ce n'est peut-être pas du tout pour ce que nous croyons, ajouta-t-elle en souriant, repoussant ainsi tout d'un coup, par son interprétation, l'idée qu'elle venait d'émettre. Du reste, au fond, on ne sait jamais rien, conclut-elle d'un air sceptique et fatigué. Aussi, voyez-vous, c'est plus intelligent. Il ne faut jamais discuter le choix des amants. Mais après avoir posé ce principe, elle y manqua immédiatement en critiquant le choix de Saint-Loup. Oh, voyez-vous tout de même, je trouve étonnant qu'on puisse trouver de la séduction à une personne ridicule. Bloch, entendant que nous parlions de Saint-Loup, et comprenant qu'il était à Paris, se mit à en dire un mal si épouvantable que tout le monde en fut révolté. Il commençait à avoir des haines, et on sentait que pour les assouvir, il ne reculerait devant rien. Ayant posé en principe qu'il avait une haute valeur morale, et que l'espèce de gens qui fréquentaient la boulie, cercle sportif qui lui semblait élégant, méritait le bagne, tous les coups qu'il pouvait leur porter lui semblaient méritoires. Il alla une fois jusqu'à parler d'un procès qu'il voulait intenter à un de ses amis de la boulie. Au cours de ce procès, il comptait déposer d'une façon mensongère et dont l'inculpé ne pourrait pas cependant prouver la fausseté. De cette façon, Bloch, qui ne mit du reste pas à exécution son projet, pensait le désespérer et l'affoler davantage. Quel mal y avait-il à cela, puisque celui qu'il voulait frapper ainsi était un homme qui ne pensait qu'au chic, un homme de la boulie, et que, contre de tels gens, toutes les armes sont permises, surtout à un saint comme lui, Bloch. Pourtant, voyez Swann, objecta M. d'Argencourt, qui, venant enfin de comprendre le sens des paroles qu'avait prononcées sa cousine, était frappé de leur justesse et cherchait dans sa mémoire l'exemple de gens ayant aimé des personnes qui, à lui, ne lui eussent pas plu. « Ah, Swann, c'est pas du tout le même cas, » protesta la duchesse. « C'était très étonnant tout de même, parce que c'était une brave idiote. Mais elle n'était pas ridicule. Et elle a été jolie. »« Oh, oh !» grommela madame de Villeparisis. « Ah, vous ne la trouviez pas jolie ? Si. Elle avait des choses charmantes, de bien jolis yeux, de jolis cheveux. Elle s'habillait, et elle s'habille encore merveilleusement. Maintenant, je reconnais qu'elle est immonde. Mais elle a été une ravissante personne. Cela ne m'a fait pas moins de chagrin que Charles l'ait épousée, parce que c'était tellement inutile. » La duchesse ne croyait pas dire quelque chose de remarquable, mais comme M. d'Argencourt se mit à rire, elle répéta la phrase. Soit qu'elle la trouva drôle, ou seulement qu'elle trouva gentil le rieur, qu'elle se mit à regarder d'un air câlin, pour ajouter l'enchantement de la douceur à celui de l'esprit. Elle continua. Oui, n'est-ce pas, ce n'était pas la peine. Mais enfin, elle n'était pas sans charme, et je comprends parfaitement qu'on l'aimât, tandis que la demoiselle de Robert, je suis sûr qu'elle est à mourir de rire. Alors, je sais bien qu'on m'objectera à cette vieille rengaine d'Augier, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Eh bien, Robert a peut-être l'ivresse, mais il n'a vraiment pas fait preuve de goût dans le choix du flacon. D'abord, imaginez-vous qu'elle avait la prétention que je fisse dresser un escalier au beau milieu de mon salon. C'était rien, n'est-ce pas? Elle m'avait annoncé qu'elle resterait couchée à plat ventre sur les marches. D'ailleurs, si vous aviez entendu ce qu'elle disait. Je ne connais qu'une scène, mais je ne crois pas qu'on puisse imaginer quelque chose de pareil. Ça s'appelle les 7 princesses. Les 7 princesses? Oh, quel snobisme! S'écria M. d'Argencourt. Ah, mais attendez, je connais toute la pièce. C'est un de mes compatriotes. Il l'a envoyé au roi, qui n'y a rien compris et m'a demandé de lui expliquer.
Ce n'est pas par hasard du sarpe à la dent demanda l'historien de la Fronde avec une intention de finesse et d'actualité, mais si bas que sa question passa inaperçue. « Ah, vous connaissez les 7 princesses ?» répondit la duchesse à M. d'Argencourt. « Tous mes compliments. Moi, je n'en connais qu'une, mais cela m'a ôté la curiosité de faire la connaissance des 6 autres. Elles sont toutes pareilles à celles que j'ai vues. » Quelle buse! Quelle buse! Pensai-je, irrité de l'accueil glacial qu'elle m'avait fait. Je trouvais une sorte d'âpre satisfaction à constater sa complète incompréhension de Maeterlinck. C'est pour une pareille femme que tous les matins je fais tant de kilomètres? Vraiment, j'ai de la bonté. Maintenant, c'est moi qui ne voudrais pas d'elle. Tels étaient les mots que je me disais. Ils étaient le contraire de ma pensée. C'étaient de purs mots de conversation, comme nous nous en disons dans ces moments où, trop agités pour rester seuls avec nous-mêmes, nous éprouvons le besoin, à défaut d'autres interlocuteurs, de causer avec nous, sans sincérité, comme avec un étranger. « Je ne peux pas vous donner une idée, » continua la duchesse, c'était à se tordre de rire. « On ne s'en est pas fait faute, trop même, car la petite personne n'a pas aimé cela, et dans le fond, Robert m'en a toujours voulu. Ce que je ne regrette pas du reste, car si cela avait bien tourné, la demoiselle serait peut-être revenue, et je me demande jusqu'à quel point cela aurait charmé Marie Hénard. On appelait ainsi dans la famille la mère de Robert, Madame de Marsante, veuve d'Hénard de Saint-Loup, pour la distinguer de sa cousine la princesse de Guermantes-Bavière, autre Marie, au prénom de qui ses neveux, cousins et beaux-frères ajoutaient, pour éviter la confusion, soit le prénom de son mari, soit un autre de ses prénoms à elle, ce qui donnait soit à Marie-Gilbert, soit à Marie-Edwige. D'abord, la veille, il y eut une espèce de répétition qui était une bien belle chose, poursuivit ironiquement Madame de Guermantes. Imaginez qu'elle disait une phrase, pas même un quart de phrase, et puis elle s'arrêtait. Elle ne disait plus rien, mais je n'exagère pas, pendant 5 minutes. « Aïe, aïe, aïe !» s'écria M. d'Argencourt. Avec toute la politesse du monde, je me suis permis d'insinuer que cela étonnerait peut-être un peu. Elle m'a répondu textuellement. « Il faut toujours dire une chose comme si on était en train de la composer soi-même. » Si vous y réfléchissez, c'est monumental, cette réponse. Mais je croyais qu'elle ne disait pas mal les vers, dit un des 2 jeunes gens. Elle ne se doute pas de ce que c'est, répondit Madame de Guermantes. Du reste, je n'ai pas eu besoin de l'entendre. Il m'a suffi de la voir arriver avec des lys. J'ai tout de suite compris qu'elle n'avait pas de talent quand j'ai vu les lys. Tout le monde rit. Ma tante, vous ne m'en avez pas voulu de ma plaisanterie de l'autre jour au sujet de la reine de Suède. Je viens vous demander la manne. Non, je ne t'en veux pas. Je te donne même le droit de goûter si tu as faim. Allons, monsieur Valner, faites la jeune fille, dit Madame de Villeparisis à l'archiviste, selon une plaisanterie consacrée. Monsieur de Guermantes se redressa dans le fauteuil où il s'était affalé, son chapeau à côté de lui sur le tapis, examina d'un air de satisfaction les assiettes de petits fours qui lui étaient présentées, mais volontiers, maintenant que je commence à être familiarisé avec cette noble assistance, j'accepterai un baba, il semble excellent. Monsieur remplit à merveille son rôle de jeune fille, dit Monsieur d'Argencourt, qui par esprit d'imitation reprit la plaisanterie de Madame de Villeparisis. L'archiviste présenta l'assiette de petits fours à l'historien de la Fronde. « Vous vous acquittez à merveille de vos fonctions, dit celui-ci, par timidité, et pour tâcher de conquérir la sympathie générale. Aussi jeta-t-il à la dérobée un regard de connivence sur ceux qui avaient déjà fait comme lui. « Dites-moi, ma bonne tante, demanda M. de Guermantes à Madame de Villeparisis, qu'est-ce que ce monsieur assez bien de sa personne qui sortait comme j'entrais? Je dois le connaître parce qu'il m'a fait un grand salut, mais je ne l'ai pas remis. Vous savez, je suis brouillé avec les noms, ce qui est bien désagréable, dit-il d'un air de satisfaction. Monsieur le Grandin. Ah, mais Oriane a une cousine dont la mère, sauf erreur, est née Grandin. Je sais très bien, ce sont des Grandins de l'Éprevier. Non, répondit Madame de Villeparisis. Ça n'a aucun rapport. Ceux-ci sont Grandins tout simplement. Grandins de rien du tout. Mais ils ne demandent qu'à l'être de tout ce que tu voudras. La sœur de celui-ci s'appelle Madame de Cambremer. Mais voyons, Bazin,
Vous savez bien de qui ma tante veut parler, s'écria la duchesse avec indignation. C'est le frère de cet énorme herbivore que vous avez eu l'étrange idée d'envoyer venir me voir l'autre jour. Elle est restée 1 heure, j'ai pensé que je deviendrais folle. Mais j'ai commencé par croire que c'est elle qui l'était, en voyant entrer chez moi une personne que je ne connaissais pas et qui avait l'air d'une vache. Écoutez, Oriane m'avait demandé votre jour. Je ne pouvais pourtant pas lui faire une grossièreté, et puis voyons, vous exagérez. Elle n'a pas l'air d'une vache, ajouta-t-il d'un air plaintif, mais non sans jeter à la dérobée un regard souriant sur l'assistance. Il savait que la verve de sa femme avait besoin d'être stimulée par la contradiction du bon sens qui proteste que, par exemple, on ne peut pas prendre une femme pour une vache. C'est ainsi que Madame de Guermantes enchérissait sur une première image, était souvent arrivée à produire ses plus jolis mots. Et le duc se présentait naïvement pour l'aider, sans en avoir l'air, à réussir son tour, comme dans un wagon, le compère inavoué d'un joueur de bonneteau. « Je reconnais qu'elle n'a pas l'air d'une vache, car elle a l'air de plusieurs, » s'écria Madame de Guermantes. « Je vous jure que j'étais bien embarrassé en voyant ce troupeau de vaches qui entrait en chapeau dans mon salon et qui me demandait comment j'allais. D'un côté, j'avais envie de lui répondre « Mais troupeau de vaches, tu confonds, tu ne peux pas être en relation avec moi puisque tu es un troupeau de vaches. » Et d'autre part, ayant cherché dans ma mémoire, j'ai fini par croire que votre Cambremer était l'infante Dorothée, qui avait dit qu'elle viendrait une fois, et qui est assez bovine aussi, de sorte que j'ai failli dire « Votre Altesse Royale » et parler à la troisième personne à un troupeau de vaches. Elle a aussi le genre de gésier de la reine de Suède. Du reste, cette attaque de vive force avait été préparée par un tir à distance, selon toutes les règles de l'art. Depuis je ne sais combien de temps, j'étais bombardé de ces cartes, j'en trouvais partout, sur tous les meubles, comme des prospectus. J'ignorais le but de cette réclame. On ne voyait chez moi que marquis et marquise de Cambremer, avec une adresse que je ne me rappelle pas, et dont je suis d'ailleurs résolu à ne jamais me servir. Mais c'est très flatteur de ressembler à une reine, dit l'historien de la Fronde. Mon Dieu, monsieur, les rois et les reines à notre époque, c'est pas grand-chose, dit monsieur de Guermantes, parce qu'il avait la prétention d'être un esprit moderne, et aussi pour n'avoir pas l'air de faire cas des relations royales auxquelles il tenait beaucoup.